Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du problème difficile de la conscience, qui est un sujet en philosophie de l'esprit et en sciences cognitives qui malheureusement est trop peu abordé sur le YouTube francophone. Donc je vais pallier à mon échelle à ce problème en proposant une vidéo introductive et potentiellement une autre vidéo qui proposera des réponses matérialistes à ce problème difficile de la conscience. Ces deux vidéos seront principalement basées sur le livre de François Kammerer qui se nomme Conscience et matière, qui est un livre en français extrêmement clair, récent, qui est disponible sur Cairn. Vous n'avez aucune raison de ne pas le lire, je le mettrai en barre d'informations. Ce sera une vidéo qui sera potentiellement un peu plus vulgarisée que son livre, donc qui restera accessible au plus grand nombre, en tout cas pour l'introduction. Dans cette vidéo, nous verrons dans un premier lieu qu'est-ce que le problème difficile de la conscience, dans un second lieu les grandes expériences de pensée qui permettent de mieux appréhender ce problème, et dans un troisième temps nous étudierons les différentes familles de pensée qui répondent à ce problème difficile de la conscience qui ont été catégorisées par David Chalmers. Dans cette vidéo, je vais également aussi me baser sur d'autres textes car le texte de François Kammerer restait quand même centralisé sur la question du matérialisme, mais je souhaitais aussi vous proposer d'autres réponses, comme par exemple des réponses dualistes, pour que vous ayez un éventail un peu plus général des différentes réponses qui sont apportées à ce problème. Donc je mettrai les autres textes dont je me suis inspirée en barre d'informations. Le problème difficile de la conscience est souvent utilisé contre les physicalistes de l'esprit ou physicalistes ontologiques. Qu'est-ce que des physicalistes de l'esprit? Ce sont des personnes qui considèrent que tous les états, substances, événements mentaux sont des états, substances et événements physiques et uniquement physiques. Les physicalistes ontologiques diffèrent des physicalistes épistémologiques. Il s'agit d'une thèse plus forte qui considère que tous les énoncés en biologie, en chimie ou dans d'autres disciplines peuvent être résumés à des énoncés physiques si l'on trouve les bons liens. Donc il ne s'agit pas réellement de la même thèse, alors que le physicalisme ontologique, c'est considérer que le mental peut être expliqué uniquement avec du non-mental. Il s'agit de thèses différentes, et l'auteur, lui, se considère comme un physicaliste antécédent. Un physicalisme antécédent, c'est une proposition qui a été faite par John Perry pour désigner des personnes qui vont se considérer physicalistes par défaut, tout simplement parce que le physicalisme est la position qui est la plus compatible avec nos meilleures sciences modernes, mais également qu'il s'agit d'une thèse qui est économe, et il est souvent plus avantageux de choisir une thèse économe. Le problème difficile de la conscience a été présenté par David Chalmers en 1995 sous les termes de The Hard Problem of Consciousness, et il s'agit d'un problème qui est lié à la conscience phénoménale, qui n'est pas la conscience psychologique, qui serait plus un ensemble de caractéristiques comme la vigilance, l'attention, l'accès à telle ou telle information. Là non, il s'agit véritablement d'expériences phénoménales dont on parle, de qualia, de quel effet cela me fait de voir du rouge ou de ressentir de la douleur. Et c'est cela qui pose problème dans l'analyse, et c'est pour cela que David Chalmers va diviser les problèmes de la conscience en problèmes simples de la conscience, comme comment je fais pour recueillir telle ou telle information dans mon environnement, comment ces informations sont triées dans mon cerveau, comment je me remémore telle ou telle information. Ce sont des problèmes simples. Et il y a les problèmes difficiles de la conscience qui sont liés à ces expériences phénoménales. Pourquoi le fait de voir une longueur d'onde crée un effet chez moi? Pourquoi je ressens un effet au fait de voir telle ou telle longueur d'onde? Pourquoi je ne suis pas simplement une boîte noire qui juste agirait de manière plus automatique sans avoir besoin de ressentir l'effet que me fait le rouge? Pourquoi il y a un lien entre des propriétés physiques et des propriétés phénoménales? Comment ce lien s'articule-t-il? Pourquoi le fait de voir telle longueur d'onde crée tel type d'effet chez moi et pas tel autre type d'effet? Donc il y a encore cette question de l'articulation physique et phénoménale, comment les deux s'articulent. Cela crée un certain nombre de questions diverses, et je pense que ces questions n'auront pas fini de nous donner du fil à retordre. Désormais, je vais présenter différentes expériences de pensée qui ont été proposées et qui sont très connues dans le domaine de la philosophie de l'esprit pour arriver à penser ces questions-là. Je vais commencer par le premier texte qui a été écrit en 1974 par Nagel et qui se nomme What is like to be a bat? Qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris? Et dans ce texte très court que vous pourrez trouver également, je le mettrai dans la barre d'informations, il présente
le fait que cela pourrait être possible d'accumuler un certain nombre d'informations sur les chauves-souris. Nous avons déjà un certain nombre d'informations sur les chauves-souris, sur leur capacité d'écolocalisation, sur leur vision, sur leur anatomie, leurs poils, leurs ailes, le fait qu'elles aient la tête en bas lorsqu'elles sont accrochées par leurs pattes dans des grottes ou dans des greniers. Et vous accumulez un certain nombre d'informations sur ces chauves-souris, et pourtant, même si vous accumulez un nombre innombrable de connaissances sur les chauves-souris, eh bien vous ne saurez jamais ce que cela fait d'être une chauve-souris. Et là est la difficulté entre l'expérience phénoménale et le fait d'accumuler des connaissances. Eh bien il y a un certain nombre de penseurs qui considèrent que même si nous accumulons un grand nombre de connaissances, nous n'arriverons pas à comprendre phénoménalement ce que ressent une autre créature ou même un autre humain que nous. Une autre expérience de pensée connue a été proposée par Jackson en 1982 et se nomme Marie. Il s'agit d'une jeune fille qui a vécu toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Et toute sa vie, on lui a donné toutes les connaissances qui existaient sur les couleurs. Là, on va se concentrer principalement sur le rouge. On lui a donné toutes les connaissances de l'humanité sur le rouge. Qu'est-ce que cela fait neurobiologiquement de voir du rouge pour un humain? Qu'est-ce que le rouge en termes physiques, en termes de longueur d'onde? Toutes les informations sur le rouge lui ont été données. Un jour, elle sort de sa pièce et elle voit du rouge pour la première fois. Est-ce que Marie apprend quelque chose? Eh bien, pour l'auteur, Marie apprend quelque chose, elle apprend ce que cela fait phénoménalement de voir du rouge. Mais pour d'autres auteurs, eh bien Marie n'apprend rien. Tout dépend des positionnements philosophiques. Il y a une autre expérience de pensée qui a été proposée par David Chalmers. Il s'agit d'un argument de concevabilité. Nous pouvons concevoir un monde dans lequel il y aurait des zombies qui seraient trait pour trait les sosies des humains de ce monde, qui leur ressembleraient à la molécule près. Et pourtant, ces zombies ne ressentiraient aucune expérience phénoménale. Cela ne ferait aucun effet d'être un zombie, ils seraient comme des boîtes noires. Il s'agit d'une expérience de pensée qui est souvent utilisée pour voir si, selon votre positionnement, vous considérez que cette expérience, bon, déjà est concevable, et après, est-ce que cette expérience serait possible selon votre logiciel de pensée. Il y a un parallèle très intéressant qui a été proposé par l'auteur Kripke, je ne sais pas du tout si son nom se prononce de la sorte, entre la chaleur et la douleur. La chaleur a pour identité le mouvement des molécules. S'il n'y a pas de mouvement des molécules, il n'y a pas de chaleur. Si je ressens de la chaleur et qu'il n'y a pas de mouvement des molécules, il s'agit d'une illusion subjective. Il s'agit d'un ressenti subjectif qui ressemble à de la chaleur mais qui n'est pas de la chaleur. Alors que pour la douleur, pour ce type d'expérience phénoménale, la référence est mon expérience subjective, la référence est mon expérience phénoménale. Donc, imaginons que on considère que la douleur est liée à l'activation des fibres C, même s'il n'y a pas l'activation des fibres C, comme la référence est sur mon ressenti subjectif, si je ressens quelque chose qui ressemble à de la douleur sans l'activation des fibres C, il s'agit tout de même de la douleur vu que la douleur est associée à mon ressenti subjectif. Ce qui fait que les expériences phénoménales n'ont pas le même type de référent que d'autres expériences. Désormais, je vais parler du gouffre explicatif qui a été proposé par Joseph Levin en 1983. Il l'a nommé Explanatory Gap et il s'agit d'un gouffre entre les propriétés physiques et les propriétés phénoménales. Si par exemple on prend une propriété cérébrale C et que l'on égalise cette propriété avec une propriété phénoménale P, eh bien en général C est insuffisant pour expliquer P. C manque de quelque chose pour expliquer P. Comment expliquer l'effet que cela me fait de voir telle longueur d'onde? Eh bien en général les explications matérialistes sont insuffisantes pour comprendre l'effet que cela fait. Et certains auteurs partent de ce gouffre épistémique et dérivent vers un gouffre ontologique, car ils considèrent que la seule explication à ce gouffre, c'est le fait que les expériences phénoménales sont de nature différente. Donc maintenant je vais également expliquer les différentes catégories de positionnement de pensée face à ce problème difficile de la conscience qui ont été proposées par David Chalmers. Il y en a 7 grandes familles, dont 4 physicalistes et 3 non-physicalistes. En premier lieu, il y a les matérialistes de type A qui considèrent que ce gouffre épistémique n'existe pas, et cela regroupe les éliminativistes, les fonctionnalistes analytiques, les représentationnistes, que je ne vais pas détailler parce que je vous donne juste ces termes au cas où vous souhaitiez aller plus loin après cette vidéo, mais je ne vais pas la détailler aujourd'hui.
Et ces personnes-là considèrent qu'il est possible de dériver a priori des propriétés phénoménales des propriétés physiques. Il y a également les matérialistes de type B qui reconnaissent un gouffre épistémique mais qui ne pensent pas que ce gouffre épistémique puisse être comblé même avec l'accumulation de connaissances empiriques ou avec une réflexion plus appropriée, mais ce n'est pas pour autant qu'ils croient en un gouffre ontologique. Concernant les expériences de pensée, ils considéreraient que les zombies sont concevables mais non possibles et que Marie, en sortant de sa pièce, n'apprendrait pas un nouveau fait, mais qu'elle appréhenderait ce fait d'une nouvelle manière avec cette expérience phénoménale nouvelle. Il y a également les matérialistes de type C qui reconnaissent le gouffre épistémique mais qui considèrent que pour le moment nous ne pouvons pas le combler à cause de manque de connaissances, de concepts ou de limitations cognitives comme les mystérianistes qui sont des personnes qui considèrent que les limitations cognitives de l'humain l'empêchent de combler ce gouffre, mais qu'une créature plus avancée cognitivement pourrait potentiellement combler ce gouffre. Donc il ne s'agit pas d'une fatalité pour les matérialistes de type C, mais pour le moment ils considèrent que nous ne pouvons pas combler ce gouffre épistémique, potentiellement sur le long terme nous le pourrons. Il y a également les matérialistes de type Q qui rejettent déjà la classification de Chalmers concernant les matérialistes de type A et B et qui eux souhaitent une révision du matériel théorique car ils considèrent que l'acquisition des connaissances empiriques c'est fait de manière trop fragile et que désormais il y a un certain nombre de connaissances empiriques qui se soutiennent les unes les autres mais qui ne sont pas forcément véridiques, donc il faudrait vérifier toutes ces connaissances là et c'est pour cela qu'ils rejettent la certitude apportée par un raisonnement a priori. Désormais, je vais présenter des positions non physicalistes en commençant avec le dualisme de type D. Le dualisme de type D, ce sont des personnes qui considèrent qu'il y a des propriétés physiques et que de ces propriétés physiques émergent des propriétés phénoménales. Et qu'il s'agit de propriétés à forte émergence, c'est-à-dire qu'en observant leur environnement d'émergence, il est très difficile de prédire leur émergence, juste en observant cet environnement-là. Il y a très peu d'indices de leur émergence, on peut très peu prédire qu'il y aura ce type d'expérience phénoménale qui va émerger de cet environnement. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de corrélation entre les propriétés physiques et phénoménales, ni de causalité, c'est juste qu'il y a une forte émergence, mais il y a tout de même des causalités et des corrélations, et notamment il y a des causalités qui sont ascendantes et descendantes, de la part des propriétés physiques aux propriétés phénoménales et des propriétés phénoménales aux propriétés physiques. Il y a également le dualisme de type E qui soutient des théories épiphénoménistes, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés physiques qui influent sur des propriétés phénoménales, mais en retour il n'y a pas de causalité descendante. Les propriétés phénoménales n'influent pas sur les propriétés physiques. Il s'agit d'un monde clos, le monde physique est un monde clos, et il n'y a que une causalité unidirectionnelle qui est ascendante et non descendante. Et pour finir, il y a le monisme de type F qui serait associé à un panpsychisme ou un proto-panpsychisme, et les expériences phénoménales seraient liées à des lois de la physique non traditionnelles, d'où sous-tendraient des propriétés phénoménales ou proto-phénoménales. Si l'on va plus dans le sens des propriétés proto-phénoménales, cette théorie peut être plutôt associée à une théorie matérialiste, mais sinon elle reste assez ambiguë là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez la suite. J'espère que la suite vous plaira puisque je suis en train de la préparer, donc il faut peut-être pas que je demande si vous souhaitez la suite. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet en commentaire et à bientôt.